de Geekbécois. Et voilà, avec Ah, l'effet sonore, toute c'est l'équipe. magique, c'est magique. Bonjour! Bonjour Catherine. Ça va bien? Oui, vous autres. Mais oui. Super. Donc, C'est un merci commentaire qu'on nous entend pas. Oh, Ah! pas. Ben là, ils nous entendent, là. Wow. C'est Oh. bon. C'est bon. Ici. Ils ont manqué tout notre tour de magie du début. Tout cet effort-là pour rien. Donc, on essayait de vous faire un effet spécial là, à la Hollywood. Là, on avait investi tout notre budget dans cet effet de tour de magie-là de faire apparaître Catherine. Mais bon, on va recommencer l'introduction. Donc, on a le plaisir aujourd'hui de justement pouvoir collaborer avec Catherine de Geekbécois et Édouard qui va apparaître tout à l'heure. On peut dire un petit coup. Oh, salut Édouard. Yeah, génial. Qui vont tous les deux collaborer avec nous justement pour parler des jeux de société familiaux, puis aussi du concept de famille dans les jeux de société. Donc, ça va être vraiment intéressant. Pour commencer, bon, comme à mon habitude, je présente un petit peu de théorie pour essayer d'introduire le concept de jeu ludique et de famille. Puis ici, j'ai décidé de présenter un petit peu de concept par rapport au développement. Donc, le développement du cours de l'enfance, de l'enfant, jusqu'à l'âge, je veux dire, à peu près 12-13 ans, la préadolescence. Puis c'est quoi l'impact justement des jeux sur le développement de l'enfant. Donc, c'est super important. Puis après ça, on va explorer juste plus tard, vraiment, quand l'enfant devient un peu plus autonome, comment est-ce qu'on peut continuer justement à être dans les jeux. Dans plusieurs podcasts que j'ai faits, ce qui ressort beaucoup, c'est que les jeux sont hyper valorisés chez les jeunes enfants. Donc, on va jouer avec eux, que ce soit le jeu libre, que ce soit le jeu structuré. On joue beaucoup avec les enfants, mais à un moment donné, on arrête de jouer. Parce qu'il y a comme d'autres valeurs qui sont plus importantes. Il faut être responsable, il faut gérer son temps, il faut s'organiser, etc. Mais on oublie qu'à travers les jeux de société, on peut apprendre toutes ces habiletés-là et qu'à travers le jeu, on peut se développer et grandir. Comme on a parlé un peu dans notre précédent live avec Sophie de Mixil la semaine dernière. Donc, je vais faire ici un partage d'écran. Un instant. Tu veux un partage d'écran, là? Oui. Et voilà. Parfait. J'ai oublié, je vais le partager déjà. je t'annonce juste que notre petite fenêtre... ouais. C'est merveilleux. J'oublie à chaque fois cette petite fenêtre. Puis aussi, est-ce que je peux le grandir? C'est-tu comme ça? Oui! Hein? Avec le temps, je vais m'adapter. Oh, wow! Full technologique. Donc, full technologique. Les jeux familiaux et la dynamique familiale. Petit titre. Et voilà. Alors, je ne peux parler de jeux et du développement de l'enfant sans parler de Piaget. Piaget qui, je sais qu'en psychologie du développement, on le voit beaucoup parce qu'il a vraiment contribué à décortiquer les différentes étapes du développement de l'enfant par rapport vraiment au concept de jeu. Donc, il a vraiment mis de l'avant le jeu, c'est important et primordial même pour le développement de l'enfant. Pas juste le développement ludique, mais le développement sur tous les aspects moteurs, les aspects verbaux, les aspects cognitifs, l'aspect émotionnel de l'enfant. Donc, dans les stades du développement du jeu chez l'enfant, il a développé 4 stades. Enfin, il a déterminé 4 stades. Il y a la période sensorimotrice, sensorie pour sensoriel et motrice pour moteur. La pensée verbale et intuitive chez les enfants de 2-7 ans, l'intelligence opératoire concrète et l'intelligence opératoire abstraite. Donc ça, c'est les étapes qu'on va voir assez rapidement, mais juste pour vous présenter un peu. Puis ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que généralement, ces étapes-là, chaque enfant va passer à travers ces étapes-là, mais dépendamment des différentes conditions des enfants, ça peut être à différents âges, mais c'est dans un range. Donc, on dit que c'est à peu près des ranges moyens, puis que tous les enfants vont à peu près passer dans ces stades-là de développement. Donc, la première étape, je le mets sensorimotrice. Là, les enfants sont âgés entre les premiers mois de vie à 18 mois à peu près, un an et demi. Ça peut aller jusqu'à 2 ans. C'est vraiment la période où le but principal des jeux
Donc, le jeu sert purement au plaisir. Donc, c'est vraiment dans cette phase-là que les parents vont, et les autres personnes dans l'entourage vont créer vraiment des relations. C'est le développement des relations d'attachement entre 0 et 2 ans, c'est primordial, avec l'enfant. Donc, le but des activités, des jeux avec l'enfant, ça va être vraiment des simples exercices, un peu sensorimoteurs, donc vraiment par le toucher, faire bouger les jambes, le prendre dans ses bras, le faire sauter un peu. Donc, c'est très sensoriel. Et le but, c'est d'avoir du plaisir et de créer une relation d'attachement avec l'enfant. Puis là, c'est intéressant parce qu'on parle d'un âge très, très jeune, mais on retrouve ça aussi dans les jeux de société, des jeux qui vont être très axés sur le plaisir et la création de la relation d'attachement avec les joueurs. On parle de jeux à combinaison sans but ou avec but. Ça veut dire que c'est soit vraiment le simple plaisir, des jeux très, très simples, pas trop complexes, ou justement, on mélange parfois un petit but, par exemple, de travailler les émotions. Bon, fameux exemple, c'est le jeu du coucou. Donc, on se cache, tu me vois plus, tu me vois plus. Bon, ça, les enfants trippent là-dessus. Mais c'est un jeu justement, ce que le travail, c'est un peu la gestion des émotions, voir comment l'enfant réagit aux différentes expressions faciales. Donc, c'est un jeu qui est très sensoriel, puis qui permet justement à l'enfant d'apprendre la gestion des émotions. Donc ça, c'est la première étape. On est tous passés par là. Sûrement qu'on ne s'en souvient pas, mais je vous invite à demander à vos parents de vous raconter un peu comment ils ont vécu cette étape-là avec vous. Édouard pourrait demander à Catherine, justement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Deuxième étape, c'est la pensée verbale et intuitive. Alors là, on voit qu'on va être un peu plus dans le cognitif. Premier, c'est des jeux très moteurs. On bouge, on apprend à marcher, on bouge les bras. Là, on est vraiment plus dans le verbal ou l'observationnel, en fait. Bien, là, on est un peu plus dans le cognitif. Donc, à cette étape-là, c'est à partir de 2 ans. Ça va monter comme ça. Il y a un déclin qui arrive à peu près vers 7-8 ans. Bon, comme ici, c'est noté entre 7-8 ans ou 11 à 12 ans. Encore une fois, ça dépend du niveau de maturité de l'enfant, ça dépend de sa personnalité, son tempérament, mais c'est un range général. Donc là, on va parler vraiment plus de jeux symboliques. C'est là qu'on va transposer une symbolique sur des objets. Par exemple, un exemple très, très symbolique, les poupées Barbie. Puis là, on fait bouger nos poupées Barbie. On va jouer avec eux. La poupée Barbie me représente, ou cette poupée-là représente ma mère qui me chicane, par exemple. Ou ça peut même être avec des objets un peu plus abstraits, mais qui vont développer un symbolisme. Je sais pas, moi, j'ai une balle, puis ce ballon-là, là, c'est mon super pouvoir, puis là, je lance la magie, puis je lance ce ballon. Je lance un pouvoir magique, par exemple. Donc, c'est à cette étape-là qu'on va vraiment commencer à travailler ce qui est l'imitation. Donc, on observe les plus vieux jouer, puis on va essayer de reproduire ce qu'ils font. On va essayer d'imiter nos parents avec nos poupées, par exemple. Donc ici, on arrive vraiment dans une coche au-dessus, un peu plus dans la complexité puis la compréhension. On fait semblant. Puis c'est vraiment à partir de 2 ans et plus âgés qu'on est capable d'être vraiment dans le jeu symbolique et dans le faire semblant. Le faire semblant qu'on retrouve aussi plus tard, à l'âge adulte, dans les jeux à identité cachée, les jeux d'imitation. On va venir rechercher ces habiletés-là qu'on a développées dans l'enfance dans ces jeux-là, qu'on va pouvoir explorer un peu plus tout à l'heure. Par la suite, on entre dans ce qu'on appelle l'intelligence opératoire concrète et abstraite. Là, j'ai mélangé les deux ensemble parce que ça suit assez rapidement. Donc, à passer 4-7 ans, 7-11 ans, on est à peu près dans le même range d'âge. Là, on entre encore une fois, on parle ici de l'intelligence opératoire, donc très cognitif, spatio-temporel, développer la pensée concrète, la pensée abstraite, la capacité à extrapoler certaines informations. On entre dans les jeux à règles. Donc là, il y a un aspect très interpersonnel, être capable d'identifier c'est quoi mes forces, c'est quoi mes difficultés, mais aussi l'aspect relationnel qui embarque, l'aspect social. Je joue avec d'autres personnes, tandis que dans les autres étapes, on était beaucoup dans le jeu solitaire. Là, je joue avec d'autres personnes et il y a un cadre et une structure au jeu. Les jeux à règles, donc c'est vraiment
ça permet à travers ça la socialisation, mais aussi le respect des autres, apprendre à respecter les consignes, apprendre à se structurer. Bien sûr, c'est un début. À cet âge-là, les enfants vont avoir tendance à vouloir tricher un peu, vont avoir tendance à vouloir inventer leurs propres règles, sont en train de commencer à apprendre vraiment à intégrer le concept de règles et de consignes. J'écris des jeux de combinaison sensorimoteur et intellectuelle. Donc, c'est là qu'on sert de nos compétences qu'on a déjà acquis, sensorimoteur, mais on ajoute l'aspect intellectuel, l'aspect cognitif à ça. Quand je parle de code et d'accords momentanés, ben, c'est vraiment une mise en place de certaines structures. On ne parle pas encore de jeux très, très structurés, mais ça peut être un exemple de jouer avec un groupe d'amis, puis d'inventer un jeu. Puis dans ce jeu-là, il y a certaines règles qui sont quand même flexibles, mais qui doivent être respectées. Donc, je parlais tout à l'heure qu'il y avait le jeu un peu solitaire, puis que le jeu en groupe et social. Mais on voit ici, rapidement, on va voir en fait les différents styles de jeu. Mais il y a différents styles de jeu. Il y a le jeu solitaire, le jeu en parallèle, le jeu de groupe, les jeux moteurs, les jeux de manipulation. Pas manipuler comme manipuler quelqu'un, mais vraiment plus au niveau moteur. Et les jeux imaginaires. Mais peut-être avant d'embarquer un peu plus dans les styles de jeu, je pense qu'on pourrait faire un petit retour avec Sophie, Catherine et Édouard pour parler justement un peu plus justement du développement de l'enfant puis des jeux. Puis essayer de réfléchir un peu à, dans ce que j'ai nommé, est-ce qu'il y a des jeux qui viennent un peu en tête pour faire travailler tout ce qui est sensorimoteur, tout ce qui est le développement de l'imitation, l'observation, puis aussi le développement de la compréhension des règles. Puis on pourrait même demander, voir si vous vous souvenez vous-même dans vos expériences de vie d'avoir appris certains jeux comme ça quand vous étiez dans l'enfance. Donc là, on parle vraiment en 0. Si vous vous souvenez, à 0, vous êtes vraiment bon. Jusqu'à à peu près 11-12 ans. Fait qu'on va enlever le partage écran, ou en tout cas, on va revenir à moi. Ah, ben, il n'est plus là, ton écran. Ah, il est déjà plus là. Il est déjà plus là. C'est efficace. Qu'est-ce que tu veux? C'est fou! OK, ben moi, je suis de retour. Bon. La magie du direct. Tadam! Fait que là, moi, je vous lance ça de même, de manière super spontanée. Puis je pense que, Édouard, j'aimerais bien avoir ton avis. Et oh, bonjour! Bonjour! C'est Léla. Léla! Super! Ben peut-être qu'on pourrait même demander à Édouard et Léla ce qu'ils en pensent. Parce que peut-être pour eux, c'est un peu plus frais dans leur mémoire. Hey, c'est des experts en la matière, là. C'est des experts en la matière aujourd'hui. Mais des jeux qui ont vraiment aimé faire entre un mois et 11-12 ans. Édouard a quel âge, en fait? Presque 11. Ah, et voilà. Édouard est en plein dedans. Léla, 12 et demi. 12 et demi. OK. C'est important. Oui, super. Donc, on commence avec le jeune homme. On va commencer avec le jeune homme. Les micros. Donc, super. Édouard, j'aimerais savoir pour toi, là, du plus loin que tu te souviennes quand tu étais tout petit, tout jeune, là, c'est quoi tes jeux préférés? C'est quoi les jeux que tu aimais faire? J'aimais beaucoup jouer au Lego puis faire comme si les garçons, c'était mon père, puis les filles, c'était ma mère puis ma soeur. Ouais, OK. Fait qu'avec tes Legos, tu imitais tes parents puis ta sœur, puis tu créais des histoires. Oui. OK, super. Puis ce qui est le fun avec les Legos, parce que je suis d'accord avec toi, moi aussi j'adorais ça, jouer avec des Legos quand j'étais jeune. Qu'est-ce qui est le fun avec les Legos, c'est que tu as un aspect très, très créatif. Tu peux créer plein de choses. Puis, c'est très moteur. Il faut que tu bouges les pièces. Qu'est-ce que tu aimais faire avec tes Legos? Est-ce que tu construisais des maisons? Oui, j'aimais construire des maisons puis des voitures. OK. Wow! Super! C'est un beau partage, Édouard. Merci. Catherine, de ton côté, peut-être ça remonte un petit peu à loin, mais est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens s'il y avait quand tu étais jeune, là,
justement, jusqu'à peu près 12 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu aimais, tu sais, vraiment plus l'aspect sensorimoteur, apprendre les règles, créer? Il y a beaucoup du bricolage, puis les poupées. Toutes les sortes de poupées, surtout les poupées bout de chou, les Barbie après, les petites pouliches. Faire des bricolages, là, de la peinture, du collage, tout ça. Super, effectivement. Fait que ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Exemple, c'est des jeux très souvent solitaires, qu'on part dans notre créativité, on commence à jouer avec ça. Puis c'est vraiment là qu'à travers la créativité, on commence à mettre en place des choses. De mon côté, je fais un petit partage. Moi, c'était vraiment les fruits et légumes en plastique. Puis là, je jouais à faire une petite épicerie, puis... Je joue encore à ça, Edouard, hein? Ah ouais? Ah ouais. Est-ce que, Edouard, t'as la petite machine, la caisse électronique que tu pèses dessus, puis... Non, je l'ai plus, mais je l'avais avant. Ouais, c'est parti en voyage. Mes oreilles ont voulu que ça parte en voyage. Ils ont encore la cuisine qui se pèse avec la nourriture, puis ils jouent au restaurant, ils bricolent le menu, ils prennent les commandes. Super! Fait que ça, c'est des très bons exemples de jeux d'imitation. Donc, il a observé sûrement à la télé ou même à l'épicerie, puis là, il reproduit ça. Donc, à travers l'imitation, ben ça paraît pas, mais il est en train d'apprendre plein de choses, puis en train de vraiment se développer à travers ça. Sophie, de ton côté... De mon côté. Oui. Mon Dieu. Mais toutes ces réponses-là, moi, j'aimais beaucoup, beaucoup jouer à la maison de poupée avec des chevaux. C'était très important, les chevaux. Jouer à être vétérinaire. Ce genre de choses-là. Oui, je me faisais plein d'histoires dans ma tête, là, plein. Puis, ouais, très, très, très dans l'imaginaire. Est-ce que ces histoires-là sont devenues réalité, justement? Bonne question. Écoute, certaines sont devenues réalité. Oui, et c'est ça. Je pense que Sophie démontre un très bon exemple que parfois on joue à faire semblant, puis un jour on devient ce à quoi on jouait autrefois. On va pas tous devenir des super-héros, mais qui sait, peut-être certains vont pouvoir devenir des super-héros. David dit, on a David Couteau qui dit dans les commentaires que lui, il aimait ça jouer au Ghostbuster quand il était jeune. Oh yeah! Tiens, je fais un thumbs up. J'ai publié une question d'ailleurs, si ça vous tente de répondre et de nous donner des idées de vous, qu'est-ce que vous aimiez jouer quand vous étiez plus jeune? Étiez-vous plus du genre bataille, imaginaire? Oui, bricolage, jeu. Sport. Justement, pour continuer, là, on va retourner avec le petit partage écran. On retourne. Et on retourne. Parce qu'on a vu qu'on évoluait, bien sûr, notre style de jeu, notre aspect cognitif, créatif évolue à travers le temps. Mais il y a aussi le style de jeu qui peut évoluer. Puis ça, c'est des styles de jeu qu'on va aussi retrouver aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus présent chez les enfants. Dans ce sens, il y a ce qu'on appelle je les ai dénommés un peu tout à l'heure, mais il y a aussi le jeu solitaire en parallèle de groupe moteur, de manipulation, les jeux imaginaires. Donc, on va rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est que ça. Le jeu solitaire, je pense que c'est très simple. Le titre dit un peu qu'est-ce que c'est. On va observer chez les enfants, surtout entre 1 et 2 ans. Donc, je le mets tout à l'heure, entre 0 et 2 ans, l'enfant développe toute la relation d'attachement avec l'adulte. Mais c'est une phase qui est vraiment importante parce que durant cette phase-là, l'enfant a très peu conscience de sa propre existence. C'est très drôle dit ainsi, là, mais dans ce sens que l'enfant, en fait, ne va pas être conscient qu'il est différent de l'extérieur. Et c'est pour ça, exemple, peut-être que vous avez vu, un enfant qui va se cacher sous une table. Mais il n'y a pas de nappe, on le voit clairement, l'enfant, mais lui, s'il a les yeux fermés... Je m'excuse. Oui? Je m'excuse. Oui, tu as ta petite fenêtre de Skype encore. On te voit. Désolée. Non, c'est correct. Merci de me le rappeler. Merci de me le rappeler. Ce que je disais, c'est justement, peut-être vous avez vu ça pour ceux qui ont des enfants, mais l'enfant qui joue à cache-cache et qui se cache en dessous d'une table ou qui se cache dans le coin, puis que lui, vu qu'il regarde le coin puis qu'il ne voit pas le parent,
l'enfant pense qu'il est invisible. Donc, c'est entre ces âges-là, l'enfant a comme très peu conscience que les autres ne voient pas les mêmes choses que lui et qu'il a une entité différente des autres. Donc, à travers le jeu solitaire, c'est comme si l'enfant ne vit pas nécessairement cette solitude-là. Il va être très dans sa bulle, mais sentir qu'il est quand même entouré par les autres. Donc, le jeu solitaire, on le voit surtout chez les jeunes enfants avant qu'ils prennent conscience de tout l'aspect social. C'est aussi, je l'écris ici, parce que l'enfant n'est pas nécessairement prêt à partager ses jouets avec les autres, parce que toutes les notions sociales de partage, je te passe quelque chose, n'est pas bien intégrée. Et à cet âge-là, quand l'enfant perd le contact visuel avec quelque chose, c'est comme si cette chose-là disparaissait. Donc, toute la relation d'attachement, d'abandon qui se développe à cet âge-là fait en sorte que le jeu solitaire est très populaire. Par la suite, il y a le jeu en parallèle qui se développe. Donc, en 2-3 ans, l'enfant prend un peu plus conscience que, hey, il y a des gens autour de moi. Le jeu en parallèle, c'est que l'enfant va jouer seul, mais à côté de quelqu'un d'autre. Donc, on va voir des petits groupes parfois, vous irez voir dans les CPE ou les garderies, c'est beau à observer, des enfants qui sont un à côté de l'autre, qui jouent avec les mêmes jouets, mais qui n'ont pas d'interaction entre eux. Donc, ils vont, à cet âge-là, les enfants ont beaucoup plus d'interaction avec les adultes qu'avec les autres jeunes. Encore une fois, ils n'ont pas la notion de propriété, ça m'appartient, ça t'appartient, prendre sa place dans un groupe, négocier, tout ce qui est les habiletés interpersonnelles et sociales ne sont pas vraiment intégrés ici. Donc, vraiment, le jeu en parallèle, je joue de mon côté, une autre personne joue du sien, puis il n'y a pas tant d'interaction que ça. Je vois qu'il y a plein de questions, je vais y répondre au fur et à mesure après. Il y a également plus tard, vers 3-5 ans, c'est des ranges d'âge standards, il y a les jeux de groupe qui commencent à naître. Alors là, avec les jeux de groupe vient l'imitation qu'on parlait tout à l'heure et vient le monde imaginaire. Donc, le monde imaginaire, comme on nommait tout à l'heure, c'est le faire semblant. Et c'est là qu'on entre dans mon petit dada, qui sont les jeux coopératifs. Donc, vers 3, 4, 5 ans, en prenant conscience qu'on est différent, mais qu'on peut faire semblant et imiter les autres, puis qu'à travers l'imitation des autres, on apprend à se développer et on développe notre propre identité, on entre dans l'imaginaire. Je ne suis plus moi-même, je suis une super-héros. Je suis un pirate. Je suis une maman qui va faire l'épicerie. Donc, vraiment, à travers ça, c'est là qu'on développe les habiletés, comme j'ai nommé, interpersonnelles et intrapersonnelles, ou sociales puis personnelles. Les jeux deviennent un peu plus complexes, dans ce sens que si je joue à la maman et au papa, il va y avoir des règles. Toi, tu es le papa, je suis la maman. Si je joue au super-héros, il va y avoir des règles. Ou si je suis le super-héros, je suis la gentille, tu es le super-vilain ou tu es la personne en détresse, puis je viens te sauver. Donc, on commence à écrire un peu plus des scénarios de jeu. Donc, c'est quand même jeune, vers 3-5 ans, qu'on commence déjà à rentrer dans ce mode-là. Ici, dans les sortes de jeux, je nommais un peu des styles comme de jouer en parallèle ou en groupe, mais il y a aussi les sortes de jeux. Il va y avoir des jeux qu'on va dire moteurs. Donc ça, c'est les jeux où est-ce qu'on bouge beaucoup. Le plaisir, en fait, c'est de bouger. Beaucoup de jeux qu'on voit justement dans les cours d'école. Ballon chasseur, la tag, l'escalade, franchir des obstacles, les jeux de ballon. On peut quand même retrouver ça un peu dans les jeux de société. On va essayer d'explorer ça tout à l'heure. Mais ça, c'est une sorte de jeu qui est vraiment, qui aide beaucoup chez les jeunes à se développer. Par la suite, les jeux de manipulation, qu'est-ce que c'est? On parle de manipulation plus tactile, donc des jeux manuels. La différence entre un jeu où on bouge et un jeu de manipulation, parce que ces deux sont très manuels, on s'entend, c'est qu'un jeu pour bouger, l'objectif principal, c'est vraiment de bouger. Donc, ça peut être un jeu de corde à danser, par exemple. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas tant de stratégie. Tandis que dans un jeu de manipulation, l'objectif ici, c'est le plaisir sensoriel. Meilleur exemple, qui parmi vous a déjà joué avec de la pâte à modeler? Sûrement plusieurs. Donc, les jeux de manipulation, ça peut être ça, autant que ça peut être des jeux de construction.
des jeux, je me construis une maison en carton. Je me construis mon propre jeu de société plus tard. Donc, on va construire, déconstruire des choses, manipuler, vraiment tout ce qui est l'aspect spatio-temporel. Donc, spatial, temporel, en 3D. On entre dans des jeux un peu plus complexes au niveau cérébral, des jeux qui peuvent être autonomes et de plus longue durée, puis qui peuvent aussi être en groupe. On va vraiment travailler la motricité fine à travers ces jeux-là. Ça aussi qu'on retrouve dans les jeux de société de nos jours. Les jeux imaginaires, comme je le mets, qui se développent vers 4 ans à travers les jeux de groupe. On va imiter au début les expressions faciales de l'entourage, la permanence de l'objet, c'est un peu ce que je parlais tout à l'heure avec l'objet qui disparaît quand on ne le voit plus. On va imiter aussi les gestes, on va imiter parfois les paroles. Donc, on va vraiment, dans l'imitation, pouvoir créer certains scénarios, reproduire des routines. Puis à travers ça, comme je l'ai nommé tout à l'heure, on développe une identité distincte. Avant de rentrer dans les jeux familiaux, on va sortir du partage d'écran, si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, voilà. Super. Alors, avec ce qu'on vient de parler, les différents styles de jeu, je trouvais ça intéressant de voir pour vous, c'est quoi le style de jeu que vous préférez, mais aussi c'est quoi le style de jeu que vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous étiez plus solitaire, en parallèle, de groupe? Est-ce que vous vous souvenez avoir passé à travers ces 3 phases-là de jeu? Oui. Oui. C'est ça, la pâte à modeler, la peinture à doigts aussi. Jouer au ballon, des gros groupes dans la cour. Ma mère avait un service de garde à la maison, puis on se ramassait tout le voisinage. On pourrait être 20, 25 dans la cour à jouer au kickball. Mm-hmm. Le corps de danser. Les enfants, là, leur fun de ce temps-ci, c'est de faire des parcours en craie, faire des... Oh oui! La craie, je m'en souviens, ça. J'ai passé des heures à dessiner dans la rue. Oh oui. Qu'est-ce qui est intéressant avec la craie, puis c'est peut-être ça ce que Édouard et Léa fait, mais c'est qu'on peut créer ses propres jeux. Moi, je me souviens que ma petite sœur, là, on dessinait des jeux, des labyrinthes, puis des jeux sur le sol, puis là, tu pars dans un univers. C'est juste des lignes dessinées sur le sol, mais non, dans la vraie vie, tu es dans une maison hantée, puis là, tu es en train d'explorer. Donc, ça te... Je sais pas si, Édouard, est-ce que tu aimes ça, faire des jeux avec la craie? Oui. On en a fait un en fin de semaine. Puis, on a pris tout le stationnement. Puis, on a fait un labyrinthe. Puis, il y avait des places qu'il fallait courir, qu'il fallait faire des squats. Il y en avait d'autres qu'il fallait sauter. Il y en avait d'autres qu'il fallait faire des pas chassés. Puis, il fallait être le premier à arriver à l'arrivée. Wow! OK. Fait que ça, c'est intéressant. Avec ce qu'on vient de parler, là, je vous pose une petite question, une petite pogne, là. C'est quel genre de jeu qu'ils ont fait en sautant, courant, faisant des squats? Moteur. Moteur. Ah! Des jeux moteurs pour bouger. Parce que là, de ce que j'en comprends, le plaisir simple de ce jeu-là, c'était de bouger. Le plaisir de bouger. Ils ont passé plus de temps à le créer qu'à le bouger. OK. Ça fait penser à toi et moi quand on s'entraîne, Elsa. On passe plus de temps à se créer un petit parcours. Et voilà. Donc, c'est intéressant parce que c'est les mêmes choses, mais à des différents âges. Donc, tout ce qu'on a développé dans l'enfance, on le reproduit plus tard aussi. Donc, mais effectivement, l'aspect créatif, Catherine, je pense que c'est super intéressant, tu l'as nommé. Il y a l'aspect aussi manipulation parce que ils devaient manipuler les craies, concevoir les designs, donc tout l'aspect graphique. OK. Oui. De votre côté, est-ce que vous vous souvenez avoir joué à des jeux en parallèle? C'est un peu plus difficile, celle-là. Une bonne question. Les jeux en parallèle. Tu veux-tu refaire une petite... Les jeux en parallèle, c'est quand on joue de manière solitaire, mais à côté de quelqu'un d'autre qui joue au même jeu que nous, mais on joue pas, on n'a pas d'interaction avec.
Oui. Quand j'étais jeune, au début, quand j'étais plus jeune puis que je jouais à la maison de poupée avec mes amis, c'était souvent ça. Je faisais mon histoire dans ma tête, puis là, mes amis étaient à côté, ils jouaient à la maison de poupée, mais eux autres aussi faisaient leur histoire dans la tête, puis on n'interagissait pas les deux ensemble, mais ouais, c'est un peu bizarre. Mais Mais toi, c'est pas bizarre. La majorité des gens ont fait la même chose. Donc, maintenant, je suis rassurée. et à rassurer. Mais effectivement, tu sais, si on prendrait le temps de creuser en détail, on verrait qu'on est passé à travers toutes ces phases-là, puis que ça a laissé une empreinte mémorielle, puis qu'on est capable de retrouver ça aujourd'hui aussi. Ça nous arrive tous de vouloir jouer en solitaire. Ça nous arrive tous de jouer, tu sais, voir quelqu'un jouer, mais jouer soi-même de son côté. Comme ça nous arrive tous d'aimer ça, jouer en groupe, puis de faire des jeux plus de manipulation. Bon, Oui, etc. des fois, ça m'est arrivé de jouer récemment avec des amis aux Sims, mais chacun sur notre ordi, un à côté de l'autre. Et voilà! Ouais. C'est l'évolution de la maison de poupée, mesdames et messieurs. Tout ceci. C'est tellement vrai en plus. Oui. Et voilà, fait que peut-être qu'intérieurement, tu as plus ce style-là de jeu. Parfait. Un instant. Ben oui, je pense qu'on peut passer à Là, je suis revenue avec les jeux familiaux. Parce que là, je vous ai décrit... Tu peux partager ton écran. Excuse. Oui. On arrive, ça sera pas long. Tu peux enlever la petite fenêtre dans le coin. Et j'aime ça de voir. Oh, bye. Donc là, ici, bon, j'ai parlé du développement très rapidement, mais quand même, on a parlé du développement des styles de jeu. Là, on va rentrer un peu plus dans le contexte familial. Parce qu'un enfant, généralement, a des parents, a une famille. Et ici, ce qu'on veut essayer d'explorer, c'est comment aussi, en tant que parent, est-ce qu'on peut aller jouer avec ses enfants et quel genre de jeu on peut faire avec nos enfants pour développer certaines habiletés chez les enfants. Parce que oui, ici, on ne veut pas juste parler de jeux éducatifs, mais plutôt de jeux de jeux ludiques, mais qui, sous-jacents à ça, font développer certaines habiletés, certaines compétences. Puis il y a plein de jeux comme ça que le but principal, c'est d'avoir du plaisir, mais que sous-jacent à ça, on développe plein d'habiletés qui sont nécessaires chez les enfants, mais aussi chez les adultes, qu'on aime ça rafraîchir aussi de temps en temps. Donc ici, dans les jeux familiaux, j'ai fait une liste, puis en fait, elle n'est pas terminée, cette liste-là. J'ai nommé ce qui m'était venu plus rapidement en tête, mais je vous invite à la compléter. Vous pouvez même nous écrire, ou Sophie, Catherine, si vous voulez la compléter. Mais dans les styles de jeu qu'on peut utiliser en contexte familial pour développer certaines aptitudes, certaines compétences, il y a les jeux de connaissances. Jeux de connaissances, je pense que ça le nomme assez clairement. Dans un précédent podcast, on parlait du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Les jeux de connaissances, le but principal, c'est le savoir. On vient travailler sur le savoir, le développement des connaissances. Donc ici, je vous présente et je vous ai mis ici plusieurs jeux de la compagnie Jeux Fast 4 parce que c'est des jeux que justement je trouve qui sont très intéressants pour développer certaines habiletés. Puis un jeu que j'ai adoré jouer, c'est justement sur le bord de la Vin parce que j'habite proche de la Vin. Puis je me suis rendu compte à travers ce jeu que je n'ai vraiment pas de connaissance de ma région natale, mais c'est quand même plaisant de jouer. Dans les jeux de connaissances, on en avait parlé un peu précédemment, mais il y a exemple les... Oh, wow, j'ai d'avoir un blanc de mémoire. Sophie, aide-moi. C'est un jeu où tu dois... voyons, j'ai sur le bout de la langue. C'est un jeu où est-ce que tu as des petites cartes avec des inventions, par exemple, puis tu dois les placer en ordre. Timeline. Timeline. Et voilà. il était là, puis il est parti. Donc, des jeux de style timeline, des jeux, ça peut être des jeux éducatifs, ça peut être des jeux à thématique même, des jeux, exemple, thématiques de connaissances sur, il y en a plusieurs sur Harry Potter ou Lord of the Rings, donc connaissances plus ludiques ou de la culture populaire. Mais le jeu de connaissances, le but principal, c'est le développement des connaissances. Il y a les jeux, comme j'ai nommé tout à l'heure, de manipulation. Donc ça, le but principal de ces jeux-là, c'est de travailler tout ce qui est l'aspect moteur, manipulation moteur,
On a parlé un peu aussi la dernière présentation, mais exemple, tous les jeux avec des bâtons, tous les jeux où est-ce que tu joues, par exemple, avec des cartes. Juste, exemple, faire des châteaux de cartes. Là, on parle de jeux très, très simples, mais dans ce jeu-là, c'est des jeux de manipulation, par exemple. Jeux de rapidité, dextérité. Donc là, des jeux où est-ce que Magic Maze, par exemple, qui est vraiment intéressant. Où est-ce que justement, l'aspect ici, c'est l'aspect de rapidité de jeu. La rapidité cognitive. Puis la dextérité, ben, c'est au niveau manuel. Il faut être rapide, mais on ne peut pas non plus se gorocher sur tout. Des jeux plus cognitifs, c'est très, très large ici, mais dans les jeux cognitifs, ça peut être pour travailler la mémoire, les jeux de mémoire. Ça peut être travailler l'organisation, la gestion du temps. Ça peut être des jeux pour travailler certaines habiletés très spécifiques. Par exemple, si on veut travailler l'organisation spatio-temporelle, bon, plein de trucs comme ça. On a les jeux sociaux, donc où le but est de développer des habiletés sociales, le partage, la collaboration, les jeux coop. Puis on a les jeux socio-affectifs. Dans les jeux socio-affectifs, je voulais vous en présenter un, je vais chercher tantôt, mais les jeux socio-affectifs, c'est l'aspect, exemple, travail des émotions. Comprendre les émotions des autres, puis de comprendre les sentiments des autres, mais dans un aspect interpersonnel. Donc ça, c'est tous les jeux qui me sont venus passer par la tête. Je pense que je serais intéressée de savoir si pour vous, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui se jouent bien en contexte familial, qui vont permettre le développement de différentes habiletés chez les enfants. Donc, on peut retourner à ma face, à mon visage. Oh, ton visage n'est jamais parti, mais le nôtre est apparu, par exemple. Oh! J'étais là. OK. Parfait. Et voilà. Rebonjour. Rebonjour. Donc, dans les jeux que j'ai nommés, déjà, tout d'abord, est-ce qu'il y en a que vous sentez que j'ai oublié? J'ai-tu oublié une catégorie de jeux? Les jeux libres, un peu. Comme le Dragon, le Crazy Tower, ça, on aime beaucoup ici Men at Work. Aussi, OK. Oui, c'est un petit peu plus compliqué que mes gros doigts, là. Men at Work, c'est quoi ce jeu-là? C'est un chantier de construction. À chaque tour, tu places un bonhomme ou un madrier ou un pilier pour une poutre, voyons, je vais le dire, pour faire une structure de chantier de construction. Il faut que ça reste en équilibre, pas que ça s'effondre. OK, super. Il y a aussi les jeux de tuiles. Les jeux de tuiles. Ouais. Est-ce que tu as des exemples de jeux de tuiles, Édouard? Oui, comme Carcassonne. Il y a Alhambra, Fairy Trails. Les jeux de rôle aussi, quand on joue à Château Aventure. J'ai même pas pensé aux jeux de rôle. Là, je suis gênée. Shame. Mais bon, on pourrait dire que jeux de rôle, ça rentre dans les jeux sociaux. Non, en fait, j'irais plus dans les jeux d'imitation. Mais effectivement, les jeux de rôle, très beau concept. On parlait tout à l'heure des jeux d'imagination, se mettre à la place, créer. Je trouve que les jeux de rôle sont très, très enrichissants à ce niveau-là. Puis ça permet un beau développement des habiletés interpersonnelles, relationnelles. Super. Puis, si on explore un peu chaque catégorie, ben là, je me fie à votre savoir, votre expertise dans les jeux de société. Dans la première catégorie, que là, je me souviens plus un instant, je vais regarder. Oui, voilà, les jeux de connaissances. Jeux de connaissances. Est-ce que vous en avez un peu en tête, là, des jeux de connaissances qui, pour vous, vous dites c'est un must pour jouer avec des enfants? TMC. TMC. Les TMC, on a joué à ça hier, mais pour plus petit, ça serait plus Expressio. Expressio, OK. Super. Il y a Simon qui parle de Feelings. Oui, que c'est un très, très bon jeu, effectivement, pour travailler les émotions. C'est un super bon jeu, effectivement. Labyrinthe. Est-ce que vous connaissez le jeu Labyrinthe? Comme Labyrinthe, Edouard? Oui. Oh, Edouard, que je ne connais pas.
C'est quoi le jeu labyrinthe? Édouard, est-ce que tu veux l'expliquer? Oui, il y a un plateau, puis tu as des cartes, puis il faut que tu te rendes à cet emplacement-là. Comme, mettons, il faut que tu te rendes à un ours. Mais il va y avoir un ours quelque part sur le plateau, puis il faut que tu bouges les cartes avec une autre carte, parce que quand c'est ton tour, tu peux déplacer un chemin avec une carte. Puis après OK. ça, tu peux te rendre là. Tu peux aller au bout de ton chemin. Il n'y a pas de limite de cases, mais tu peux juste bouger d'une case, la case que tu veux mettre. Fait que tu as pigé. Mhm. Après ça, il faut que tu ailles au bout pour essayer d'avoir le bonhomme qui te manque. Comme là, c'est l'ours. OK, OK. OK. Intéressant. Super. Puis, selon toi, Édouard, c'est un bon jeu qu'on peut jouer en famille? Oui. OK. Donc, un jeu à essayer. Merci, Nicolas, pour cette suggestion. Puis, merci, Édouard, pour la description du jeu. Mhm. OK. Donc, excuse-moi, Catherine, je t'ai coupé. Je pense que tu allais nommer d'autres jeux. Voyons. Non, c'est bon. En connaissance, j'ai perdu le fil. Oui, si on reste dans les Ouais. connaissances. Moi, il y a le classique là, de mon enfance. Je ne sais pas s'il en fait encore aujourd'hui. Vous pourriez me le dire dans les commentaires, là, mais Cranium. Moi, Oui, j'ai c'est ça. des soirées entières Maintenant, c'est à jouer Expresso. avec. Excuse-moi, oui? Maintenant, ça s'appelle Expresso. Mais c'est la- Ah, ouais. OK. Ah. Je me prends des notes, là. C'est pour ça que je suis avec mon petit crayon, mais voilà. Eh bien, ben là, j'ai un petit deuil à vivre, par exemple, parce que Cranium, c'était vraiment mon jeu d'enfance. Mhm. Un jeu de connaissances générales. Il y a aussi, ils en ont fait 1 million, là, Trivial Pursuit, là. Oui. Totalement C'est le fun. raison. Ça, je l'ai Oui. essayé avec mon anglais mauvais. Oui. Puis quand À j'étais chaque- petite, je tripais à jouer à Who Wants to be a Millionaire? C'est la classe de 5e. Oui, aussi. Effectivement. Fait que c'est tous des jeux à petite tendance éducative, mais de connaissances. Tu joues à ça au départ, en tout cas, moi, je me trouve pas très bonne, mais plus que tu joues, plus que tu développes tes connaissances, donc plus que tu te sens connaissant et intelligent. Super. Deuxième sorte de jeu, les jeux de manipulation. Et là, encore une fois, je vais rappeler qu'on ne parle pas de jeux pour manipuler une personne, mais on parle de manipulation Oh. tactique. On rentre pas le poker là-dedans. Expresso, la pâte à modeler. Ouais, le jeu de pâte à modeler dans l'expression. Encore Cranium, et voilà. Oui, Cranium vient tout rejoindre. C'est même l'imitation de Céline Dion. Donc, C'est vrai. dans les jeux de manipulation, Jenga, ça s'appelle. Et voilà, je cherchais le nom la dernière Oui. fois. Oui, ça nous a pris une semaine, on l'a trouvé. Donc, Jenga, très beau jeu de manipulation parce que ici, on ne travaille pas la rapidité, on travaille les habiletés motrices. C'est vraiment comme une pièce à la fois, puis yep, avec un petit peu de chance aussi. Il y a un autre jeu, excusez-moi, je n'ai pas fait de mes recherches avant, mais peut-être vous allez pouvoir m'aider. C'est des petites branches métalliques avec des couleurs. Puis là, il faut mettre les branches métalliques sur d'autres branches. Puis là, ils sont en équilibre. Puis là, un moment donné, tu sais, il perd l'équilibre, tout tombe. Ouais, oui. On en a parlé la C'est semaine en passée. plein, mais c'est pas ça. M'en suis. Bon, On, bref. on va le savoir la semaine prochaine. C'est ça, on en reparle une semaine. Mais c'est un jeu vraiment le fun. J'avais joué avec un couple d'amis. On avait... c'est l'année dernière, là, fait que... Puis on a vraiment, vraiment eu du plaisir. Parce que niveau... Il y a comme toujours un petit suspense aussi, là. T'es comme, est-ce que ça va tomber? Et non. Puis c'est très, manuel, tactique. Il y a une petite stratégie, mais pas tant. Ce que les enfants y ont aussi, c'est comme une. Comme quand t'étais petit, c'était des billes avec des bâtons comme dans une espèce de machine pour enlever les bâtons pour que les billes tombent. Oui, Mais c'est là, il y a eux autres, Caplogne. c'est C'est ça, ça. ça a Et un ça, nom étrange. ils ont la version de petit singe de ça, puis OK. c'est plus Puis, stratégique qu'on pense. ouais. C'est-tu un jeu que Il y t'aimes a jouer, Vincent. Edouard? Oui, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. Parce OK. qu'à un moment donné, t'as une phase de singe, puis les singes sont tous
C'est ça. Vincent nous a dit suspens. Je pense que c'est ça le nom qu'on cherchait. Ça se peut-tu pour tes barres de métal? Ben oui. Oui. Ouais? Mhm. OK. Oui, mais ça, c'en est un. Je ne sais pas sûr si c'est exactement celui que tu parlais, mais c'est vrai que c'en est un qui est très, très bon puis très populaire. Là. C'est des barres de métal que tu vas aller suspendre là, sur un crochet dans les airs, puis là, il Oui. s'imbrique une. C'est ça. Ouais, C'est ça là que je parlais. c'est OK. suspens que ça s'appelle. Suspens. Et ouais, j'aurais dû y penser. Et oui, Capron, David dit que. c'était tellement stressant ce jeu quand j'étais jeune. Et oui. Oui. Puis moi, un jeu que j'aime beaucoup, puis d'ailleurs que je ressors là, de temps en temps, mais quand j'étais jeune, j'y jouais beaucoup, c'était les pichenottes, le bon classique. Wow! Comment te péter les doigts dans dans une soirée, là? Attends, tu parles avec les pogs ou avec les billes? Non, les pichenottes, c'est des trucs, là, des rondelles en bois, puis là, il faut que tu essaies de lancer, c'est ton chien, je pense que ça s'appelle, puis là, tu le pichenottes, puis là, il faut que ça envoie les pichenottes de ta couleur dans les quatre coins du truc. OK. Je connais pas ce jeu-là. Puis ils ont refait une version plus à jour maintenant, là, une version cowboy de ça. Ça s'appelle Flick Them Up. Ils ont même fait une version Dead of Winter de ça. C'est quand même intriguant, hein? Un petit jeu super simple qui évolue comme ça. Et puis voilà. dans les jeux simples aussi, parce que étrangement, puis Édouard, tu me diras si tu joues à ton école, mais moi, quand j'étais jeune, là, les billes, c'était super populaire. Puis là, en travaillant avec des jeunes d'à peu près ton âge, je me suis rendu compte qu'il y a plein de jeunes en ce moment qui rejouent à ça. C'est revenu populaire. Je me souviens bien, là. Non, je ne connais pas ça. Ah, bon. Ça doit dépendre des écoles puis des coins. Mais les jeux de billes qui demandent quand même certaines habiletés motrices, ça, c'est un peu comme le jeu de la pétanque. Oui, c'est ça, la pétanque. Mais là, tu vises un public plus vieux, par exemple. Moi, je parle dans les deux extrêmes. On a pris un grand classique, Opération. Oui, Opération. Effectivement. On a eu la Reine des Neiges. Oui, c'est Olaf. Ah, vous opérez Olaf. Eh bien. C'est tellement drôle. Et ouais. Donc, bonhomme de neige ça ressemble à une petite guimauve, là, les petits bonhommes de neige. OK. Les éternuements d'Elsa. Ouais. Oh. Ah, c'est cute. Donc, ça, c'est les jeux plus de manipulation. Oui, les billes. Je suis d'accord avec toi, Simon, les billes. Yes, je suis pas toute seule. Mais moi, avant les billes, par exemple, à l'école, il y avait quelque chose d'autre de populaire. Ça a échoué pas mal en même temps que la mi de mon primaire. Là, la moitié de mon primaire, je veux dire, c'est les POG. Vous savez-tu jouer à ça, les POG? Ben oui. J'adorais ça. J'avais une collection, là. Mm-hmm. Ouais. Ça n'a pas fait longtemps, par exemple, dans notre primaire. À un moment donné, c'est juste comme parti. Puis, je sais pas pour vous, mais moi aussi, en plein milieu de mon primaire, il y a eu l'apparition du Game Boy. Fait que je sais que je suis passée des billes au Game Boy. Fait que c'est il y a eu l'apparition de Beyblade aussi, là, ça allait pas mal. Ah ouais, non, ça c'était plus jeune que moi. Sophie, petite jeune. Et là là, et voilà. Donc, je parlais justement, il me faut mon gars. Jeux de manipulation, maintenant, si on va dans les jeux de rapidité. Les jeux là que le but principal, c'est vraiment d'être rapide. Est-ce que là-dedans, il y a Flash 8. Ah, là, il va falloir que tu m'expliques ça, je sais pas c'est quoi. C'est des boules électriques, puis il faut placer exactement ces boules électriques-là aux mêmes places qu'il va avoir sur l'image au milieu. Puis le premier qui l'a, il gagne un point. Puis après ça, à la fin, c'est quand on est tanné de jouer, ben, on calcule les points. C'est un peu comme les cancers qu'on avait quand on était petite, là, qu'il y avait un plastique par-dessus, puis il fallait juste glisser comme dans Rush Hour. Oui. Mais là, c'est des petites boules. Oui. OK. Ah, Scorpion c'est masqué. intéressant. Un que ma fille, elle aime beaucoup, c'est Dessus-dessous. Oui. Layers en anglais, ça devient un petit peu arrogante. On a une image à reproduire. On a une image puis on a 5 calques qui sont recto-verso, puis il faut reproduire l'image le plus rapidement possible. OK. Oh, ça a l'air fun. Ça a l'air mon genre de jeu. Dans ce jeu-là, plus qu'on est rapide, plus qu'on gagne de points. C'est ça. Ah ah!
Donc, c'est un très bon. Elle l'a eu un petit peu trop vite. La perspective, elle l'a tout de suite. Elle voit l'image, le temps qu'on analyse la carte, elle a fini. Fait qu'on on dit qu'elle en a à faire 2. OK. Ben oui, d'ajuster le jeu comme ça. Ça a des bonnes capacités spatio-temporelles. C'est génial, ça. Ouais, moi, dans les jeux de rapidité, j'en avais pas beaucoup en tête. J'avais juste bataille. Jeu de cartes super simple. J'en ai quelques-uns, des jeux de rapidité à faire en famille. À commencer par un jeu, si tu veux te péter les jointures, c'est le jeu parfait. Le nom m'échappe, là, mais vous connaissez tout ça. Là. On met un totem dans le milieu de la table. Là, puis là, on vire des cartes. Puis si notre carte est pareille, il faut qu'on attrape le totem le plus rapidement possible. Oui. Tout le monde. Mais c'est quoi le nom de ce jeu-là? Rapidité, je sais pas. Non, mais ouais, non, là, tu vas te claquer les jointures sur les autres personnes très rapidement là, en voulant aller attraper le totem en même temps que tout le monde. Là. C'est sûr que quelqu'un se blesse dans ce jeu-là. Ils en ont fait même une version en piscine où là, le totem est comme dans le milieu de la piscine, puis il faut que tu ailles le chercher. Ça, j'ai joué à ça souvent. Ça, j'ai joué à ça souvent, par contre. Il y a aussi Hit the Deck, parce que... C'est Jungle Speed, merci. Excuse. Il y a Hit the Deck parce que quand tu mets Hit, puis après ça, tu mets l'autre qui est de, puis après ça, tu mets Deck, puis que tu frappes le plus rapidement sur le paquet. Oui. Après, tu vas avoir des points. Oui, oui. Puis là, tu as tout le temps, c'est ça, quelqu'un qui te tape sur la main. Ah oui. Là, tout le monde y va en même temps. J'ai joué à, ça s'appelle comment? C'est Gnome versus Zombie. Puis là, tu as des petits chasseurs de zombies, puis tu as des cartes de zombies. Puis là, dans le fond, le but, c'est de ramasser le plus de cartes de zombies dans ta prison. Fait qu'on vire des cartes. Puis là, quand il y a 2 zombies pareils qui apparaissent, il faut taper le plus rapidement possible sur le paquet. Fait que, encore une fois, un bon jeu pour se blesser. Ou que je fasse une attaque de panique, là, mais... Ouais, c'est ça. On joue pas à ça quand on est trop stressé, trop anxieux. C'est pas un jeu de gestion du stress. Non, c'est ça. C'est un jeu d'exposition au stress. Oui. Il y a Simon qui a parlé de mots rapido. Puis j'en parlais un petit peu parce que j'adore ce jeu-là. Tous les jeux dans ce style-là qui vont chercher aussi la rapidité, mais aussi l'aspect cognitif, de penser à rapidement un mot, puis de venir... oui, c'est ça, je pense que le mot rapido, c'est avec les cartes de couleurs, puis avec les thématiques. Puis il faut trouver, dans le fond, pour chaque lettre associée à la couleur, une thématique associée. Fait que c'est vraiment intéressant comme jeu de rapidité, de connaissance et de jeu pour le développement des habiletés cognitives. J'adore ça, jouer avec les jeunes. J'adapte mon niveau, là, bien sûr. Ça me prend toujours comme un petit 2 secondes de plus avant de trouver une fleur qui commence par P. Mais c'est vraiment le fun de jouer à ça. Okay. Dites-le pas, faut pas le dire. C'est de la triche inversée, là, ça, Elsa. Ici, qu'est-ce qui fait beaucoup, c'est stay cool aussi. Le joueur actif, il faut qu'il réponde à des questions. Il y a une personne qui pose des questions, puis il faut qu'il réponde en écrivant le mot avec des dés. Puis une autre personne en même temps qui pose des questions, il faut répondre oralement. Puis il y a un chronomètre, un sablier, puis il faut répondre le plus vite possible, le plus de questions possible. Ah, puis il y a aussi Teams 3, c'est un jeu qu'il y en a un qui peut juste parler, il y en a un qui peut juste regarder, puis il y en a un qui peut juste toucher. Ah! OK. C'est comme les 3 petits singes, là. Là, je vois pas, j'entends pas. Oui, c'est ça, il y a des petits singes sur la boîte. OK. Vous avez dit Team 3? Oui. Je vais le prendre, note. Il y en a 2 boîtes. Quand on les mélange, ça fait qu'on peut jouer à 5. Super. Non, c'est 3. Et voilà, on apprend plein de jeux. C'est super le fun. Est-ce qu'il y en a d'autres pour cette catégorie-là avant qu'on passe à la suivante? Oh, moi, ça fait le tour. J'ai essayé un jour un jeu qui s'appelait 1000 bornes Panique. Fait que là, c'est un 1000 bornes, mais avec un auto en plastique dans le milieu. Puis là, pendant que tu joues à 1000 bornes, des fois, ça dit « Ah, il faut faire un virage à gauche ou un virage à droite. » Fait que là, tu échanges ton paquet avec la personne de droite ou de gauche. Fait que là, tout le monde court autour de la table comme ça.
Puis là, quand il y a des bruits de sirène, certains bruits, il faut que tu tapes le plus rapidement possible sur la voiture. Le premier qui tape a quelque chose. Il y en a qu'il ne faut pas que tu tapes. Fait que là, c'est un jeu où tu es vraiment tout le temps... ouais, j'ai fini par vendre ce jeu pour très pas cher. Mais avec des enfants, si t'as pas peur d'avoir mal aux oreilles ou de te péter la main sur la petite voiture dans le milieu, ça peut être intéressant. Ça va donner le goût, Édouard. Hein? Oh! 1000 bornes alert. Quant à moi, je préfère le 1000 bornes normal, mais bon. Ce qui est intéressant... Ah oui, vas-y, Edouard. Ben, moi, je connais pas le 1000 bornes panique, mais je connais le 1000 bornes. Ouais. Oui. Est-ce que c'est un jeu... Et voilà. Oui. Mm-hmm. Oui, ça dépend qu'est-ce qu'on a comme carte, mais des fois, il est rapide, puis des fois, il peut être long. C'est vrai. OK. Super. Dans l'autre catégorie de jeux, j'ai juste d'aller le voir, puis j'ai déjà un blanc de mémoire. Ça va arriver. Ah, ben tu sais, parlant de blanc de mémoire, les jeux cognitifs. Genre de jeu que je devrais jouer plus souvent, il semblerait. Donc, jeu de mémoire, jeu visuospatial, jeu d'organisation, de planification, gestion du temps, stratégie. Tout ce qui est cognitif, là, tout ce qui fait travailler le cérébral. Qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est mon fort. Twilight Imperium. C'est ton fort? C'est mon fort. Ah, vas-y, Catherine. Qu'est-ce que tu nous suggères? C'est mon fort. Ah, c'est le nom du jeu! Oui! C'est des cartes, il faut se souvenir, pour placer les cartes dans un certain ordre, il faut se souvenir de son haut dans le milieu. OK. Et le classique hamburger de quand on était petit aussi. Oui. Mais quand mes enfants, moi, étaient petits, on jouait à chasse aux pirates. C'est un mélange de paquets voleurs et de jeux de mémoire. Pour protéger le pirate, il faut trouver son trésor pour se souvenir il est où. T'en souviens-tu dans le jeu de mémoire, Edouard? Non, sauf le jeu de mémoire en tant que tel. Oui, effectivement, un jeu de mémoire, un classique, quoi. Hein? Puis on peut le faire avec n'importe quoi. Mais lui, on le faisait faire... lui, il avait une mémoire photographique quand il était tout petit. Puis on avait acheté 2 jeux identiques. Puis il fallait qu'il trouve des trios au lieu des... nous autres, on trouvait des 2 pareils, mais lui, il fallait qu'il trouve 3. Hein? Oui, il y a aussi la forêt enchantée. C'est on est un personnage. Puis il faut regarder qu'est-ce qu'on a besoin à chaque fois, à chaque étape de la forêt. Puis il faut toutes les ramasser. Forêt mystérieuse. Ah oui, c'est forêt mystérieuse. Oui, dans un sac à dos, il faut que tu récupères tes objets. Oui, il faut que tu récupères tous tes objets pour avancer jusqu'à la fin. OK, wow! Ça a l'air le fun. Oui, j'avais un jeu comme ça quand j'étais petite où c'était forêt enchantée. Puis là, il fallait trouver des symboles en dessous des arbres. Fait qu'on se promenait dans la forêt, puis on virait les arbres, on regardait, on essayait de se souvenir les symboles étaient où quand on en avait besoin. C'est ça? Non. Non, c'est un autre. Il est coop en plus. Forêt mystérieuse, il est coop. OK. Ouais. Fait que la concept forêt, thématique. OK. Excusez. Ouais, je sais. Tu as joué tout seul, hein? Oui. Sophie, est-ce que tu as d'autres jeux en tête pour tout ce qui est, exemple, mémoire, organisation, planification? Je ne sais pas si ça rentre là-dedans ou si ça rentre dans la catégorie rapide qu'on a faite tantôt, mais il y a un classique que moi, j'aime là, vraiment beaucoup dans les parties parce que ça fait tout le temps des petits moments cocasses, puis c'est le jeu Tabou. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça. Où là, on se place en équipe, puis là, le but, c'est qu'on a une carte avec un mot, puis là, on a une liste de mots qu'on n'a pas le droit de dire. Puis tous les mots évidents qu'on aurait envie de dire pour faire deviner à l'autre personne le mot, puis on n'a pas le droit. Et là, il faut que tu essaies de trouver une façon de faire deviner à ton équipier dans un temps déterminé le plus de cartes possible sans jamais dire les mots interdits. Fait que là, c'est très, très drôle parce que des fois, tu essaies de dire des choses. Fait que là, il faut que tu fasses des comparaisons à la vie de tous les jours. Puis là, des fois, il y a des détails cocasses sur la vie des gens qui ressortent pendant ce jeu-là et c'est très drôle. C'est-tu le jeu qu'on avait joué au jour de l'an? Ça se pourrait, je le sors souvent.
Donc, oui, c'était effectivement très, très drôle. Puis souvent, tu te faisais prendre à ton propre jeu. Donc, oui, effectivement, très Ah non, intéressant. au jour de l'an, c'est passe-moi un sapin. C'était pas la même chose. Ah, d'accord, d'accord. Oui, le passe-moi un sapin, c'est que tu as une liste de mots qu'il faut que tu fasses dire à l'autre personne, mais de façon Ah subtile. oui, c'est Puis là, vrai, effectivement. dans la soirée, puis là, quand tu lui fais dire le mot, tu lui donnes le sapin, puis à la fin de la soirée, c'est celui qui avait le moins de sapin. Parce qu'au jour de l'an, on s'était fait un 24 heures de jeu, et on invite plein de gens à la maison pour jouer, quand il n'y a pas de COVID. En dehors, contexte de pandémie. Il y a Simon qui a écrit il est très bon, Édouard. Quand il aura l'âge d'être sur notre balado, je le recrute. Alors, Catherine, Édouard, préparez-vous. Préparez-vous. Vous allez avoir de la job. Il a écrit aussi Tabou. Moi, j'aime vraiment Clou dans le même genre. Ah oui. Oui, c'est vrai que Clou, Ouais, c'est un jeu de mémoire. C'est un bon jeu de mémoire. c'est vrai. Moi, ma version préférée de Clou, c'est Clou Harry Potter qu'ils ont fait quand même récemment. Il est vraiment, vraiment bon. OK. C'est quoi qui est différent? Les personnages ou il y a comme un contexte différent? Les mécaniques sont un peu différentes. C'est ça fait longtemps que j'ai joué. Là. Fait que je pourrais pas t'expliquer au complet, mais c'est dans Harry Potter. Les mécaniques sont un petit peu différentes. Puis il est bien immersif. Puis quand j'y avais joué, je m'étais vraiment dit, ah ouais, c'est comme mon clou killer, mais c'est encore un clou, mais peut-être aussi que j'ai un penchant pour Harry Potter, fait que ça prend juste ça, là, mais il me semble qu'il y avait quelque chose d'autre de plus solide à ce jeu-là. Parfait. Fait que dans les jeux... Simon, on comprend pas le sarcasme, désolé. Non, pas dans les commentaires. Visiblement. On s'excuse. Par la suite, il y a les jeux sociaux. Fait que là, on entre vraiment plus dans les jeux développement des habiletés sociales, imitation, interaction, les jeux coop. C'est quel jeu coop que vous aimez jouer en famille? Puis moi, je commence tout de suite avec Mysterium. Fait que je l'ai nommé dans mon top 5. Je l'ai nommé dans mon top 5 dans la chronique avec la chronique de Sophie de Mixdeal. Puis, je le renomme ici parce que Mysterium, c'est un très bon jeu. Puis, j'adore jouer à Mysterium en famille. L'aspect créatif, l'aspect social, collaboratif, un must. Tu veux en dire, Édouard? Les jeux coopératifs, t'en souviens-tu? Il y a Conversion, c'est un jeu coopératif, mais pas trop. Parce qu'il n'est pas vraiment coopératif. Tu veux que tout le monde soit dans ton équipe et qu'il t'aide, mais les gens veulent pas trop t'aider, mais ils veulent que toi, tu l'aides. C'est compliqué. Fait que c'est un jeu semi-coop avec un peu identité cachée un peu. Il y a comme un mystère. Oui, puis il y a aussi Galarapagos qui est un peu comme ça. Oui. T'as le droit de dire tes cartes, mais t'as pas le droit de les montrer. Puis t'as le droit de dire comme, mettons, j'ai une bouteille d'eau. Tu vois, il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde. Fait que je vais t'en donner. Puis là, finalement, tu dis, je veux un sandwich parce qu'il n'y a plus beaucoup de nourriture. Ben, en fait, tu lui donnes des clés de voiture, mais ça sert à rien parce que tu es échoué sur une île. Effectivement, pas très pratique. L'auto dans le sable sur une île. On joue au feu aussi. Oui. Big Book of Madness. Oui, aussi. Ouais, quand ça ne vire pas trop en chicane. Oui, parce qu'il faut vraiment réussir. Parce que sinon, on perd. Quand on perd contre un monstre, on perd beaucoup d'affaires. Oui, effectivement. C'est un beau défi, ce jeu-là. Je vais le nommer ici parce qu'on l'a essayé mercredi, Sophie et moi, mais The Crew. Je trouve que c'est un bon jeu pour jouer en famille. Parce que c'est un très bon jeu coop avec une communication limitée, mais le but du jeu est tellement coop, tellement collaboratif. Je trouve que ça joue bien. Peut-être avec des enfants, je dirais quand même en haut de 8 ans, 9 ans, mais ça se joue très, très bien. Puis justement, la courbe d'apprentissage se fait bien aussi. Fait qu'à un moment donné, à force de jouer, il y a comme un travail d'équipe qui se crée, puis un teamwork qui se solidifie. Donc, ce jeu-là également. Il y a Team 3 aussi. Ouais.
dextérité, puis coop, puis bien passer les blocs pour réussir à en mettre le plus possible. OK. On a Super. Marie-Chantal dans les commentaires qui dit « T'as raison, Simon, Édouard est vraiment très, très bon pour nous expliquer ces jeux. Bravo, Édouard, tu es un super geek. » Ouais. Super Bravo, Édouard. geek. Yay! Yay! Bravo! Super. Puis peut-être pour finaliser, un petit dernière catégorie, c'est dans les jeux socio-affectifs. Tout à l'heure, Simon nommait Feelings. Je ne sais jamais comment le prononcer, ce jeu. Mais je vais disparaître un instant. Je vais vous montrer un jeu. Je vais disparaître. On a travaillé fort sur cet effet spécial. Et voilà, elle est réapparue. Alors, ça, c'est un jeu que je veux vous présenter parce que c'est une compagnie que j'adore. Puis qui font des jeux, justement, qui ont pour but de travailler le développement socio-affectif et d'autres habiletés et que j'utilise dans ma pratique clinique, notamment le jeu Impro social de Placote. La compagnie Placote, si vous allez voir sur leur site, font vraiment des jeux plus éducatifs ou vraiment plus pour travailler justement sur des habiletés du développement socio-affectif. Il y a différents autres jeux. Il y a le monstre de la montagne. En tout cas, un jeu avec une montagne, mais je ne connais pas le jeu par cœur. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun dans Impro Social, c'est que c'est justement pour travailler tout ce qui est la gestion des conflits, la gestion des émotions. Puis, il y a un aspect impro, comme le dit le nom. Puis, j'ai joué à ce jeu-là autant avec des enfants, justement, de 7-8 ans, autant qu'avec des 12-13 ans. Je dirais, le plus vieux que j'ai joué, c'est 14 ans. Mais ce qui est le fun, c'est que tu piges des cartes puis tu as des petites mises en situation. Par exemple, ta soeur a brisé ton ourson en peluche, le plus ancien, celui que tu avais reçu à ta naissance. Ta sœur voit que ça te fait de la peine et elle te dit « Voyons, c'est plus de ton âge de toute façon. » Qu'est-ce que tu réponds à ta sœur? Là, il y a des mises en situation comme ça, puis on peut jouer super simple en disant « Qu'est-ce que tu réponds? » Puis là, tu dis ce que tu répondrais. Ou sinon, on a une petite roulette ici. Puis là, il faut la tourner. Puis dépendamment où elle tombe, soit qu'on répond avec une réponse super positive. C'est quoi la meilleure réponse que je dirais? Soit qu'on répond avec des émotions fortes. Genre, exemple, en pleurant. Donc, une émotion super triste. Soit que je réponds comme si j'étais un bébé de 2 ans. Ou, qu'est-ce que je répondrais si j'étais un robot puis j'avais pas d'émotion? Fait que là, on tourne. Puis à tour de rôle comme ça, ben, on répond aux questions. Fait que c'est un super bon jeu, c'est super drôle à jouer, là. C'est quand tu es un adulte d'imiter un enfant de 2 ans, c'est vraiment drôle. Puis en même temps, qu'est-ce qui est intéressant, c'est un jeu coop, il n'y a pas tant de gagnants ou perdants, mais ça permet de beaucoup de communiquer. Puis des fois, quand tu files pas, puis ça te tente pas tant de parler, ben, à travers ce genre de questions-là, c'est le fun de développer justement les habiletés socio-affectives. Puis des fois aussi, c'est un bon moyen à travers les petites mises en situation de régler un conflit, travailler l'empathie. C'est-à-dire comme, ouais, mais tu sais, si ta soeur agit comme ça, puis toi, à ta place, qu'est-ce que tu ferais? Donc, c'est super bon au niveau de l'intervention comme jeu. J'ai pas essayé leurs autres jeux pour le moment, parce que les autres, c'est plus pour des plus jeunes. Mais ce jeu-là, ça joue très bien, justement, à 8-14 ans, là, je dirais. Travailler les aspects communication, empathie, socio-affectif. De votre côté, maintenant, est-ce que vous en avez un peu des jeux socio-affectifs? Totem. Totem. C'est un jeu de cartes, puis c'est un totem. Pour faire un totem, tu as un animal, puis tu as un compliment. Il faut que tu fasses un compliment avec ces cartes-là à quelqu'un autour de la table. Wow! Génial! Ah! Je l'ai prêté au centre communautaire, je fais du bénévolat, puis je pense que je viens de perdre ma copie. Hier, on a joué quelques rondes de comment j'ai adopté un gnou. On a inventé pas avec les dés, mais là, on a mis le dé qui fait interrompre. Là, avec le dé, ça fait poser des questions de plus, puis les enfants interagissent plus. OK. Ils se calment plus, mais c'est drôle quand même.
Il va sortir les poubelles aussi, que Oui. c'est celui qui trouve la pire excuse pour sortir les poubelles, mais c'est fun quand on répond un à l'autre pour se contredire nos excuses. Oui. Puis, Oui, la- j'ai vu. C'est qui l'a expliqué sur ludo.tv? C'était. J'ai vu la présentation, c'était vraiment drôle. Le jeu qui sort les poubelles, c'est vraiment, Oui. vraiment quand il y a divertissant. juste d'enfants de 10 ans, là, c'est l'âge idéal pour trouver des excuses pour aider. Fait que eux autres, là, ils en... Ah, puis il rit en plus. Ouais. Alors, on a joué à un jeu à ta fête, Elsa, avec Stan. Je me souviens plus c'est quoi le nom du jeu. Tu sais, il fallait qu'on choisisse un animal puis une émotion. Puis là, il fallait qu'on le mime, puis que les gens devinent quel animal puis quelle émotion on mimait. Ah ouais, il faudrait redemander à Stan. Ouais. En fait, j'ai jamais connu le nom de ce jeu-là. C'était vraiment drôle parce que C'est pas nécessaire. essayer de mimer une étoile de mer hystérique. C'est Ouais, quand même ouais. quelque chose. C'est quand même quelque chose. Mhm. Ou un rat musqué colérique. Il y a certains moments humiliants dans ta vie. C'est Ça ça. en faisait partie. Donc, on vous suggère ce jeu qu'on ne connaît pas, mais qui Le est jeu vraiment mystère. le On jeu demandera à mystère. Stan. C'est ça. Donc, en fait, dans les parties, super le fun. Puis c'est le fun avec les enfants aussi. Ça vient faire ressortir notre petit côté enfant, tu sais, qu'on a caché quelque part au fond de nous. Donc, de mon C'est côté, animal suspect. Animal suspect. Et voilà. Animal suspect it is. Euh, donc, peut-être si on a tout parlé de ça, je voulais juste finir avec un petit quelque chose sur la dynamique familiale, puis après, on va... Laisser place à balado ludique. Je pense que Exactement. Catherine va devoir nous quitter dans pas trop long. Elle va devoir Oui, s'en aller. effectivement. Effectivement. Est-ce Est-ce qu'on que lui tu dit un voulais petit dire bye un... tout de suite? Oui. Ben merci beaucoup, Catherine. Merci, Edouard, pour ta participation. On dira merci à Léla aussi pour sa petite participation au début. Aviez-vous un... Merci beaucoup. Oui, ben merci. Tiens, et maintenant qu'il a remis son écouteur, merci beaucoup, Edouard, d'avoir participé, puis merci d'avoir donné tes idées de jeu. J'en ai pris plein en note. Fait que c'était vraiment gentil de nous partager toutes tes connaissances. Ouais, puis comme Sophie, ben, là, je ne veux pas te répéter ce que tu as dit, là. Ben, vas-y, Sophie. Hein? Ah, ben merci beaucoup. Puis ben c'est ça. Là, Est-ce que vous aviez quelque chose que vous voulez dire pour finaliser ou Oui, je voulais dire mes 3 jeux de société préférés que j'aime Oui. jouer avec ma mère. Ah, tu veux les montrer? Ben oui, super. Ben oui. Le premier, c'est pas un jeu que je joue avec ma mère, mais c'est pas juste avec ma mère parce que il faut qu'on soit au moins 4 ou 5 pour jouer comme il faut. Ah, peut-être l'avancer un peu, on le voit pas, il est tout flou. Ou cliquer sur ton téléphone pour faire le focus. Ah, peut-être. Sur mon portable. Ah, Bon, OK. ben, c'est le jeu de conversion. Oui. Puis si je me trompe pas, tu as une version spéciale, toi, de conversion, Édouard. Hein? Oui. C'est Pour Édouard, le plus grand supporter. C'est ça? non, c'est le fan le plus important. Le fan. Wow! Sophie a ses lire. Non, mais c'était un peu brouillé là, dans l'écran, je devinais. Non, c'est pas. Oui, conversion qui semble un très bon jeu que j'ai hâte d'essayer. Oui. Je l'aime beaucoup parce que c'est l'auteur qui est venu 2 fois pour nous faire tester son prototype. Je l'ai beaucoup aimé. Wow. Super. C'est fun, ça. Mon deuxième jeu préféré, c'est Carcassonne. Oui. Jouer avec ma mère. C'est mon jeu préféré que j'aime jouer avec ma mère. Uh-huh. Je prends tout le temps le bonhomme bleu parce que c'est ma couleur préférée. Mm-hmm. Un bon choix. Nous, on a la Big Box. Fait qu'on a la couleur rose. Fait que maman, elle prend tout le temps la couleur rose. Oui, ils sont meilleurs, les roses. C'est aussi un bon choix. J'aime pas, c'est quand elle me vole mes châteaux. Ah ouais, tu fais ça, Catherine. Il là là.
Ah, tu as un dernier jeu à montrer, donc? Oui. Puis le dernier s'appelle Fairy Trails. C'est un autre jeu de tuiles, un peu comme Carcassonne, mais là, dans ce jeu-là, pour relier les maisons, il y a des maisons de fées et des maisons de gnomes. Comme OK. ici, ça, c'est la tuile de départ. Parce qu'il y a une maison de fées, les roses, puis une maison de gnomes, les jaunes. Puis, il faut qu'il y en ait au moins 2 sur ton chemin et que le chemin se referme pour pouvoir mettre tes jetons. Mhm. C'est comme ça que tu peux gagner. C'est en mettant tous tes jetons dedans. Ouais, bon, c'est amusé que ce jeu-là. On a essayé avec des ampoules de couleur, puis il devient phosphorescent. OK, Wow. wow! C'est le fun, les jeux qui mettent des petites touches magiques comme ça. Ça fait vraiment éveiller le côté enfant, là. Oui. Super! Ben, merci, Édouard, de nous avoir présenté ces jeux-là. Donc, Conversion, Carcassonne et Fairy Trail. Hey. Ouais. Dans cet Yes! Dans cet ordre-là. Donc, le numéro 1. Super! Ben là, dans le fond, oui, on va vous dire un petit bye-bye. Puis je sais que Catherine va aussi se préparer. Donc, merci d'avoir assisté. Bye-bye! Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Bon. Parfait. Puis nous aussi, on va bientôt finir. On va juste, je vais finaliser avec ma Attends, conclusion. pour en balado fait. ludique, c'est très important. Bang! Juste à l'heure. Inquiète-toi pas, inquiétez-vous pas. Faut Donc, pas manquer ça. est-ce que tu revois mon écran? C'est la dernière. Ah! Je m'en vais faire ça là. Et voilà. Et voilà. Donc, ça sur quoi je voulais finaliser un peu, c'est peu des réflexions que j'ai vues, mais à travers les jeux de société, qu'est-ce qu'on développe vraiment dans la dynamique familiale? Parce que c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, c'est que les jeux de société vont apporter plein de choses. Oui, il y a le fun, mais il y a aussi, ça vient travailler sur la relation d'attachement. Donc, une belle relation d'attachement qui se crée en jouant avec ses enfants. Le temps, parent-enfant. Tu sais, quand on joue à un jeu, c'est qu'on met le reste sur stop, puis qu'on prend vraiment le temps d'aller passer du temps avec son enfant. Donc, c'est du temps de qualité, du temps positif. Il y a tout ce qui est les habiletés de socialisation. Bye-bye, Simon. À tantôt. Bye, Simon. À tantôt. Il y a tout ce qui est le temps de socialisation, parce qu'on développe les habiletés sociales, communication, coopération, la communication comme j'ai nommé, tout ce qui est l'aspect socio-affectif, émotionnel. Ah, je suis frustrée de ne pas avoir gagné. Ben, OK, on apprend à gérer ses émotions. Ouais, je suis content d'avoir gagné. Ben, on ne devient pas un mauvais gagnant. On apprend encore une fois à réguler les émotions. Résolution de conflits. À travers le jeu, on apprend à résoudre des conflits, mais de manière très, très saine. Puis on peut remettre ce qu'on a appris dans le contexte de jeu, mais on le met en pratique dans la vie de tous les jours. Habileté cognitive, comme je le mets, puis toutes les connaissances. C'est toutes des choses qu'on développe à travers le jeu de société. Puis dans un contexte familial, qu'est-ce qui est intéressant? C'est vraiment que on vient développer ça chez soi-même, mais on vient développer ça aussi avec ses enfants. Puis ça crée, comme j'ai nommé, des vraiment super beaux moments de qualité dans lesquels on vient travailler un paquet d'habiletés sociales, cognitives, relationnelles, interpersonnelles, mais sous la forme ludique. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait ressortir aujourd'hui à travers la présentation. C'est l'aspect ludique, mais l'aspect aussi très éducatif, je peux le nommer, puis c'est ça, éducatif puis social des jeux de société, puis notamment des jeux qui sont associés, qui visent un public plus familial. C'est vraiment intéressant, c'est un bon moyen d'apprendre. Puis justement, en ce moment, avec l'école à la maison, puis avec aussi le fait que c'est l'été, on passe plus de temps avec ses enfants, ben, jeux de société, c'est un très beau moyen de venir travailler des habiletés qui vont les aider plus tard, tout en se rapprochant puis en créant une belle dynamique familiale. Donc, c'était un peu ma petite note finale positive sur les jeux de société. Puis là, je vais juste revenir. Oups. Hop. Et voilà. Je suis de retour. Donc, c'est ça que je voulais finaliser un peu pour cette rencontre. En espérant que vous avez bien aimé notre épisode. J'ai trouvé ça très, très chaleureux comme épisode. Puis de voir Catherine et Édouard, c'était vraiment le fun. Ça a rajouté une belle dynamique. Puis,
maintenant, on peut peut-être finaliser. Si jamais vous avez des questions ou autre, vous pouvez nous écrire. On va voir aussi dans les commentaires. Si vous avez des jeux, peut-être votre coup de cœur de jeu de famille ou votre coup de cœur de jeu d'enfance. Je pense que ça pourrait être un beau partage. J'ai nommé Cranium, là, mais j'ai essayé de réfléchir, moi, tout à l'heure, de mon côté. Puis, pour finaliser, je pense qu'on va prendre un petit moment pour vous parler de nos projets futurs. Je sais que Sophie, elle a plein de projets qui s'en viennent. De mon côté, avec le blog Ludipsy, justement, la semaine prochaine, j'ai publié ma collaboration que j'ai faite avec David Couteau il nous fait un partage de son expérience avec la santé physique et la santé mentale. Donc, on parle un peu de son cheminement à travers la maladie. Donc, c'est un très beau partage. C'est un partage très encourageant, très motivant. Puis, il nous parle aussi comment il y a vraiment le processus d'adaptation et de résilience. En lien avec ça aussi, mercredi, j'ai publié un article sur le concept de deuil et de résilience. Le deuil ici, c'est pas juste perdre quelqu'un, par exemple une personne qu'on aime ou relié à un décès. On peut parler de deuil dans la vie de tous les jours. Deuil, c'est la perte de quelque chose qu'on aimait, qu'on appréciait. Ça peut être notamment un deuil par rapport à nos aptitudes et nos habiletés physiques ou cognitives. Et le concept de résilience à travers ça. Également, je vais vous présenter un début de collaboration que je fais avec Simon Delorme, un étudiant en neuropsychologie avec qui on va contribuer pour présenter des articles et possiblement un podcast dans lequel on va explorer vraiment un peu plus en détail les concepts en psychologie associés à des jeux. Mais là, ça va être un peu plus dans les jeux en tout genre. On va parler aussi un peu plus des jeux vidéo avec le blog Ludipsy. Puis c'est ça, dans plein d'autres projets comme ça qui approchent, mais ça, c'est les prochains pour la semaine prochaine. Sophie, de ton côté, qu'est-ce qui va se passer avec Mixed Deal? Il y a beaucoup de choses cette semaine, fait qu'on va y aller rapidement. Demain, en fait, lundi, j'ai eu la chance de faire partie des invités de David Couteau, donc professeur de board game. On t'aime, David, par rapport, en fait, vraiment beaucoup. Pour les coups de cœur du mois de mai, donc je vous présente mon coup de cœur, le jeu qui a été le highlight de mon mois. Mardi à 16h, comme d'habitude, je sors ma vidéo sur YouTube. Donc cette semaine, ça va être mon top 10 des jeux à jouer à l'extérieur parce que ces temps-ci, on va passer beaucoup de temps dans notre cours, donc pourquoi pas en profiter. Donc à jouer sur son patio, sur sa terrasse ou encore en camping, prise 2, parce que je l'avais fait en 2018, mais là, avec des jeux totalement différents. Ensuite, jeudi, on a un nouveau live qui sort. On avait eu le premier épisode cette semaine, donc au premier regard, où je vous présente mes premières impressions d'un jeu que je viens de... Oh, David nous envoie des cœurs. Merci, David. Yeah! Donc, un jeu, en fait, là, que je viens d'acquérir, mes premières impressions après quelques parties. Je vous parle aussi de ce qui se passe avec la chaîne parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, fait que c'est là que je vous en parle. Puis également, c'est aussi là que je vous parle de plein de nouvelles choses qui arrivent dans les jeux de société, des actualités qui m'intéressent. Donc, on fait juste jaser pendant une demi-heure. C'est rapide, c'est le fun, c'est efficace, puis c'est ça. Ensuite, vendredi, comme d'habitude, je sors ma podcast. Cette semaine, ça va être sur comment acheter des jeux intelligemment et responsablement, ce qui veut dire, en fait, bien magasiner ses jeux. Et dimanche prochain, on recommence la même horaire. Donc, ça veut dire dans l'après-midi, on essaie un jeu. Cette semaine, ça va être Maximum Apocalypse avec Elsa et d'autres invités. Ouh! Et ensuite, en soirée, on refait un live avec Elsa pour une collaboration entre Ludipsy et Mixed Deal. Puis c'est à peu près ça pour la semaine. Fait que, c'est ça. Une semaine chargée et haute en couleurs. Et voilà. C'est comme ça qu'on les aime. C'est ça. Fait que merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter, d'avoir pris le temps surtout aussi de participer. C'est vraiment génial quand vous participez, vous nous écrivez. Super. On essaie de vous répondre au fur et à mesure du mieux qu'on peut. Puis c'est ça. Donc on vous invite à liker nos pages Facebook, Mixed Deal Ludipsy, à venir sur la chaîne YouTube de Mixed Deal et le blog de Ludipsy sur Wix. Et on vous invite à nous suivre dans tout ce qu'on a nommé, et également dimanche prochain à 19h, où on va vous parler d'un concept mystère qu'on va présenter prochainement. 18h30, excusez-moi, 18h30. Donc, sur ce, je vous souhaite en fait une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Mm-hmm. Puis à la prochaine. Merci encore. À la prochaine. Bye bye.